Chers amis, chers collègues, honorable assistance, j'ai le plaisir de vous présenter une communication sur les biosimilaires qui m'a été demandée par mes confrères Yacine Loubert et Reda Chéri. Et quand les pharmaciens s'adressent à un pharmacien, en principe, le pharmacien doit te dire « je suis présent ». Donc, je me présente, je suis président d'Hostel Algérienne de Pharmacie, je suis coordonnateur national du groupe pharmacie oncologique au niveau du plan national cancer. Donc, mon travail avec une grande équipe, nous sommes à la disposition du professeur Zitouni, le professeur Grango, pour qui nous travaillons et avec beaucoup de respect et de déférence. Je voudrais vous demander à ce titre un peu d'indulgence parce que ce travail a été fait dans l'urgence. J'étais pour des raisons personnelles absent et à mon retour, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. Pour cela, je remercie le docteur Ben Elcheb de m'avoir aidé, le docteur Bourboun, le professeur Bouzid, le docteur Mezaour, le docteur Kessal et le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux pour m'avoir permis de préparer ce document. Je voudrais tout d'abord signaler que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc je suis un orateur libre. Ce qui me donnera le droit de dire ce que j'ai envie de dire, ce qui me paraît intéressant à transmettre. Voici un petit peu le programme. L'introduction, biosimilaire, générique, différence, défis, bon, c'est classique. J'aimerais commencer par cette phrase que j'ai retirée d'un livre que je suis en train de lire. La guerre contre la mort est le projet phare du siècle. Pour les scientifiques, duper la mort, c'est un rêve ou un mythe. En tout cas, c'est un challenge qu'on doit tenir. Pour le capital, c'est un marché prometteur de la jeunesse éternelle. La dynamique et le génie de l'establishment scientifique et les besoins de l'économie capitaliste feront le reste, ce qui fait que tous les progrès que nous rencontrerons seront le mixte entre les chercheurs, la science et l'argent, le capital, qui est indispensable à toute recherche. Juste avant, je souhaiterais vous faire 2 ou 3 petites réflexions que j'ai aussi récupérées. C'est que dans le monde, la pauvreté extrême a été divisée par 2,5. On est passé de 1,9 milliard de très pauvres en 1980 à 700 millions en ce jour. L'espérance de vie a gagné à peu près plus de 25 ans dans tous les pays. La mortalité infantile a diminué de 15 à 3%, toujours sur les 30 derniers mois. La malaria a disparu, l'Ebola est sous contrôle. Le sida est pratiquement diminué de moitié. Plus de 80% des enfants dans le monde bénéficient de vaccins. Le taux d'alphabétisation des plus de 15 ans est de 86%, qui était de 86% en 2016, était de 70% en 1980. Et en plus, la technique, c'est au bénéfice de la santé, des villes intelligentes, du partage du savoir, le transport, l'économie d'énergie, les énergies renouvelables, la réalité virtuelle, les biotechnologies, dont on va parler justement, et la nanotechnologie. Alors, si vous permettez, je commencerai maintenant. Donc, on m'a demandé de faire d'abord une comparaison entre le générique et le médicament biologique. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un générique, donc on va aller très vite. Hein, vous pouvez le lire. L'essentiel, c'est qu'on respecte bien sûr la DCI, le dosage, la forme du médicament par rapport au princeps. Qu'est-ce qu'un médicament biologique? C'est le produit à partir d'organismes vivants, fabrication complexe, coût élevé, utilisé depuis quelques décennies. Les principaux produits issus de la biotechnologie biologique sont bien sûr l'insuline, l'hormone de croissance, les vaccins, le PO, le facteur de croissance, les anticorps monocloraux que nous utilisons bien sûr au niveau du traitement du cancer. Petite histoire sur les biosimilaires. L'Union européenne a été la première à mettre une législation sur les biosimilaires dès 2006. Ils sont présents dans une cinquantaine en Europe, 15 médicaments biologiques ciblés.
Ces produits visent en général les médicaments d'origine très rentable, c'est normal. L'immuno-oncologie, tels que les deux produits qui sont cités, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète et les maladies inflammatoires auto-immunes. Je vous avais le nom des produits affichés. Les données de plusieurs sources montrent que le rythme de progression des dépenses consacrées aux médicaments antinéoplasiques est bien supérieur au rythme de progression du nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués. Si ce phénomène est peut-être dû en partie à un usage accru des médicaments antinéoplasiques, il s'explique aussi et avant tout par une augmentation des prix des médicaments ou par le choix de médicaments plus chers. Sans oublier que le rythme de progression des dépenses consacrées aux médicaments antinéoplasiques dans le monde et en Algérie notamment est supérieur au rythme de progression de l'ensemble des dépenses de santé. Tout le monde a compris qu'on paiera de plus en plus cher nos médicaments et on puisera de plus en plus dans les dépenses de santé. La biotechnologie, bien sûr, dont sont issus les produits biologiques et le reste. En 2019, 50% des médicaments enregistrés dans le monde seront issus de la biotech. 500 nouvelles molécules sont en développement, 15 à 30% moins chers que les produits de Princeps en principe, mais on n'en est pas là. On est surtout, vous verrez tout à l'heure, on est autour des 20%, ce qui est déjà un gain intéressant. En 2030, c'est-à-dire demain, les perspectives prévoient que 80% des produits de santé seront issus des biotechnologies, nanotechnologies, pharmacogénétiques et les tests génétiques et les tests diagnostiques et bien sûr et les vaccins, ne l'oublions pas. Qu'est-ce qu'un biosimilaire? On a parlé du médicament biologique, autant parler du produit biosimilaire. C'est un médicament donc biologique qui est développé. La plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'un biosimilaire, mais pour le principe, je vais répéter la définition classique. Pour être hautement similaire à un médicament biologique existant, le médicament de référence ou Princeps. Ils appellent ça le BR, quelque chose, BR. Les biosimilaires sont à distinguer des génériques qui ont des structures chimiques plus simples, on verra le tableau suivant, et sont considérés comme identiques à leurs médicaments de référence. Il est autorisé par les agences, en cas de l'Europe, c'est par l'EMA, après la présentation d'un dossier complet exhaustif. Et en principe, seuls les laboratoires possédant une solide expérience dans la manipulation des protéines peuvent prétendre arriver au niveau de qualité requis. Le principe actif d'un biosimilaire et celui de son médicament de référence sont essentiellement la même substance biologique, bien qu'il puisse y avoir des différences mineures en raison de leur nature complexe et leur méthode de production. Et bien sûr, tout comme le médicament de référence, le biosimilaire présente un certain degré de variabilité naturelle. Pour son approbation, il sera prouvé que sa variabilité et les différences qu'il présente par rapport à son médicament de référence n'affectent pas la sécurité ni l'efficacité. Je pense que tout le monde a bien compris. Pour illustrer, la masse moléculaire de l'aspirine, en bas à gauche, et un anticorps monoclonal à gauche, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, ce qui explique bien sûr les frais de recherche, les frais de présentation, de production, etc. Pourquoi biosimilaire et non générique? Là aussi très vite, mais vous connaissez tout ça, j'en suis persuadé, c'est au niveau des différences structurales. On a vu la comparaison, le générique petite, biosimilaire grande, structure simple, structure complexe, protéines immunogènes plus faibles, petites moléculaires plus élevées, grandes protéines capables d'induire une réaction immunitaire, stabilité plus stable, plus sensible aux variations de l'environnement, plus sensible aux variations des procédés de fabrication. Sur le plan de la fabrication, bien sûr, il y a de grosses différences. Les synthèses chimiques sont des copies identiques à des copies identiques du générique, au médicament Princeps. Copie identique impossible au niveau des biosimilaires, évidemment, pour les raisons qu'on a développées. Le processus de maturation des molécules très rare, alors qu'il est systématique au niveau des biosimilaires. Pour l'approbation, bien sûr, c'est aussi très compliqué pour le biosimilaire. Pour le générique, la bioéquivalence identique au médicament de Princeps.
pour le biosimilaire, la biosimilarité similaire aux médicaments de référence tout au long du processus, toutes les étapes de fabrication. L'équivalence pharmaceutique reconnue pour les génériques, évidemment, non reconnue pour les biosimilaires. L'équivalent thérapeutique reconnu, non reconnu pour les biosimilaires. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis bien sûr pas pharmacologue et encore moins économiste, mais j'essaye de faire avec ce que j'ai en tant que pharmacien curieux et peut-être un peu responsable de certaines... Donc il y a processus de fabrication complexe, effectivement, parce qu'il y a la variété intrinsèque des organismes vivants. Ce sont des cellules vivantes, des bactéries, des levures qu'il faut traiter. Et bien sûr, ça passe par la phase de maturation. Je ne rentre pas dans le point technique, glycosylation et phosphorylation peuvent amener une différence dans la structure chimique et dans l'activité biologique, mais pour les produits biologiques de référence, il peut y avoir des différences souvent mineures d'un lot à l'autre, comme d'ailleurs c'est valable pour les produits plastiques, où il y a une différence entre deux lots. Le vivant, c'est une slide qui passe partout, vous la trouvez dans tous les sites, sur tous les sites. Le vivant est indissociable, on est fait de la même manière, mais on réagit de manière différente. Il existe une variété normale entre les lots d'un même fabricant, quel que soit son produit. Le vivant est indissociable de la variété, a-t-on dit. Le principe actif d'un biosimilaire et celui de son produit biologique de référence sont principalement la même substance biologique. Cependant, il y a des variations mineures en raison de leur nature complexe et leur méthode de fabrication que nous avons vues. Le biosimilaire présente, par rapport à son principe de référence, un certain degré de variabilité naturelle. Après l'approbation, bien sûr, on jugera sa variabilité et les éventuelles différences qu'il présente par rapport au principe de référence, mais sans que ça affecte la sécurité ni l'efficacité. La dernière phrase serait que le biosimilaire est conçu pour être comparable au produit de référence dans tous ses paramètres. En 2005, le concept de variabilité relative aux produits biologiques voit le jour. Le produit final est en outre très sensible aux modifications dans le processus de production, aussi bien au niveau de la préparation, la propulsion, la formulation. Il y a deux processus indépendants pour un même médicament biologique de développement qui peuvent donc conduire à des médicaments équivalents, mais jamais à des médicaments identiques. C'est ce que nous devons retenir. On doit affirmer qu'avec une certitude raisonnable que la variabilité d'un biosimilaire et des différences par rapport à un médicament princeps n'auront aucune influence significative sur la sécurité ou l'efficacité de celui-ci. D'où, au niveau de l'agence de l'EMA, des exigences très hautes au niveau des études cliniques en phase 3 pour les biosimilaires. Quels sont les objectifs de la recherche actuellement dans le monde ? La communauté de recherche doit continuer à concevoir des études rigoureuses qui garantissent le plus haut niveau de preuves fiables et de haute qualité sur des traitements contre le cancer qui améliorent les soins pour tous les patients et pas seulement pour des surrépondeurs spécifiquement sélectionnés. Bien sûr, tout le monde a compris la dernière partie de la slide. On doit savoir si ces malades sont vraiment malades, c'est à quel niveau, à quel stade de la maladie ils sont, quel est le nombre de ciblés, quel est le nombre de patients ciblés, etc. Donc, en un mot, on peut dire à la recherche, très souvent, les laboratoires peuvent dire presque ce qu'ils veulent d'un résultat de recherche. En oncologie, dont le principe qui fait partie de mon travail au niveau du plan national cancer, il y a, en octobre 2017, environ 150 études différentes sur les biosimilaires en oncologie. Et vous comprenez déjà pourquoi, parce que c'est des produits à fort rapport. Et dans le traitement du cancer, les molécules retenues en Algérie, notamment, sont des anticorps monoclonaux, tels que le trastuzumab, rituximab, bevacizumab et le cetuximab. Le trastuzumab, c'est l'herceptine qui est connue, l'herceptine de Roche qui est connue. Les autres produits, je vous le dirai tout à l'heure, ne sont pas encore enregistrés. Le trastuzumab a déjà son biosimilaire, il en a même deux, et l'Avastin
et le rituximab sont en cours en Algérie. En tout cas, ils sont en cours d'enregistrement. Bon, vous voyez, sans trop vous compliquer, que les 3 produits qui sont en rouge, soulignés en rouge, sont sur la partie gauche de la slide, représentent, et vous avez leur délai d'expiration des brevets, donc pratiquement, à part le trastuzumab qui a encore une année aux États-Unis, tous sont dans le domaine public, donc le biosimilaire devrait exister, être sur le marché dans très peu de temps, tout de suite après son enregistrement. Donc, là aussi, je vais très vite parce que le trastuzumab, c'est un anticorps anti-RH2, mais il faudrait retenir le montant de son chiffre d'affaires. C'est 6,6 milliards US dans le monde en 2015. Et l'avantage, c'est que le brevet est expiré en Europe et expirera cette année aux USA. Bon, voilà, vous avez sur la gauche le nom du produit d'origine, l'Herceptine. Il a agréé en 1998 par la FDA, en 2000 par l'EMA. Les biosimilaires sur la gauche qui sont déjà agréés, vous avez leur nom là. Le trastuzumab, c'est la même chose, quelques indications, monographie, surtout pour le cancer du sein au stade précoce, le cancer du sein métastatique et le cancer gastrique métastatique. Vous voyez, son chiffre d'affaires est à peu près équivalent, 6 milliards, presque 7 milliards de dollars en 2015. Et la même chose, là c'est l'inverse, expiration 2017 aux États-Unis, 2019 en Europe, donc biosimilar, je ne sais pas si ça existe le mot. Donc donc c'est l'Avastin, agréé en 2004-2000. Son biosimilaire est sur la droite, agréé depuis décembre 2017 par la FDA. Le bevacizumab, la même chose, cancer colorectal métastatique, cancer du poumon à petites cellules, non à petites cellules. La même chose, 7,5 milliards de dollars en 2015. Les brevets sont expirés aussi bien en Europe qu'aux USA, c'est-à-dire dans le monde. Alors, la même chose, le nom, c'est la date d'agrément, et sur la droite, vous voyez tous les biosimilaires qui ont été agréés par la FDA et par l'Agence européenne du médicament. Ils sont tous agréés en 2017, vous voyez que dès qu'ils tombent dans le domaine public, toc, tout de suite, ils sont, parce que bien sûr, les biosimilaires, les études sont déjà prêtes. Le rituximab, la même chose, l'indication hématologique, le lymphome non-hodgkinien et l'indication et la polyarthrite rhumatoïde, entre autres. Alors, si on dit biosimilaire, nous avons parlé des produits biologiques, si on parle des biosimilaires, le principe est le biosimilaire, donc effectivement, il y a problème dans le monde, et il y a eu problème en Algérie, et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on est obligé d'utiliser ce qui a été fait ailleurs. C'est quoi l'interchangeabilité? La nomenclature des biosimilaires est en enjeu, car chaque biosimilaire doit pouvoir être identifié de façon distincte de son PBR ou d'un autre biosimilaire afin de garantir la traçabilité. L'interchangeabilité, son intérêt dépend bien sûr d'études. Il faut que les études démontrent une tendance à des efficacités et des profits d'innocuité comparables. Biosimilaire, similaire veut bien dire comparable. Bien que peu d'effets indésirables inattendus soient actuellement rapportés, que ce soit pour les PBR ou que ce soit pour les biosimilaires. L'estimation des effets réels d'une interchangeabilité est limitée par le nombre faible de patients évalués et par la durée d'observation limitée des études actuellement publiées. L'apparition d'effets inattendus immunologiques pouvant se manifester avec une petite incidence à long terme ne peut être exclue avec les données observationnelles actuellement disponibles. Alors, que demande la FDA pour accepter l'interchangeabilité? Il faut que le produit démontre, le produit biosimilaire et le produit principal prennent en compte des critères additionnels d'interchangeabilité. Les mêmes effets cliniques que le produit biologique de référence. Et là se pose le problème de la substitution et alternance. Risque, pourquoi? Parce qu'il y a... Pourquoi le problème? Il y a risque de sécurité et perte d'efficacité et qui ne doivent en aucun cas dépasser les risques de l'utilisation du produit biologique de référence. En France, le requis depuis 2017
Et là, c'est important à savoir, initier un traitement c'est ce qu'on a un peu copié pour l'Algérie, dans le cas où un prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse en initiation de traitement. Le prescripteur peut exclure pour des raisons particulières donnant au patient la possibilité de substitution par la mention expresse non substituable portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur doit mettre en œuvre, bien sûr, la surveillance clinique nécessaire. Le switch, c'est en cours de traitement. L'interchangeabilité, c'est au début du traitement. Le switch, c'est en cours du traitement. Un patient qui est déjà sous un produit, il fait sa chimiothérapie sous le principe, si on veut changer de flacon, est-ce qu'on peut le faire? Donc, un switch entre les versions comparables de la même substitution active approuvée sur la législation européenne ne devrait pas déclencher ou accroître l'immunogénicité. Les discussions sont toujours en cours, même en Europe, d'avoir des études d'interchangeabilité. Par exemple, nous, on n'a aucun détail sur la méthodologie, la faisabilité et les bénéfices de ces études, la fluctuation de la maladie chronique, la pharmacocinétique, la variation intra- et inter-observateur, l'évaluation de l'activité, la comorbidité et surtout les interactions médicamenteuses et la variation du produit. Actuellement, en France, en Europe, il est possible de switcher à tout moment du traitement un médicament biologique par son similaire. Contrairement à ce qui s'est passé avec le générique, le développement des biosimilaires va reposer non pas sur le droit de substitution du pharmacien, et là ça intéresse mes confrères d'officine, mais sur le médecin prescripteur qui décidera de switcher ou non. Par contre, les pharmaciens hospitaliers sont appelés à jouer un rôle moteur dans la promotion des biosimilaires en tant qu'acheteurs, mais surtout doivent jouer un rôle important dans l'information et la mobilisation des prescripteurs qui, à leur tour, donneront le ton au marché. S'agissant de médicaments à prescription ou à primo-expression insuitaire, d'où l'importance des RCP. Les RCP étant les réunions de concertation pluridisciplinaire à laquelle on insiste notamment au niveau de nos recommandations au plan cancer, où le pharmacien fasse partie de l'équipe soignante et qui doit absolument donner son avis sur le choix du produit à utiliser avec les oncologues, avec les anapathes, avec les chirurgiens, c'est dans les grandes réunions pluridisciplinaires. Donc le rôle du pharmacien, il doit convaincre les prescripteurs de la réelle équivalence des biosimilaires en termes d'efficacité et de sécurité. Et pour cela, bien sûr, il doit s'informer et se former et surtout être vraiment au courant des dernières années. Qu'en est-il en Algérie? Actuellement, au niveau de l'agence, les modalités réglementaires sont en attente de la publication des décrets d'application de la dernière loi sanitaire numéro 1811. Donc on attend les textes. Mais actuellement, on fait quoi? Les anciens malades, on continue avec les produits biologiques de référence. On va prendre le cas de l'herceptine, puisqu'on va en parler. Les malades sous herceptine resteront qui sont traités par herceptine continuant. Les nouveaux malades, par contre, auront accès aux biosimilaires. Et le professeur Bouzid, avec qui je viens d'avoir une petite réunion il y a quelques jours, il me dit, bon, ça pose quelques problèmes au niveau de la chimiothérapie, deux patients qui sont l'un à côté de l'autre, un qui dit à l'autre, wesh, j'ai américain, et toi, des indiens, ah bon, donc le tien est moins bon. Donc là, il faut que tout le monde soit au courant, il faut le pharmacien, entre autres, c'est son rôle, on doit informer que le biosimilaire est vraiment un biosimilaire. Et ce n'est pas une affaire de pays ou une affaire d'étiquette. Bon, le défi numéro 2, bien sûr, c'est l'immunogénicité. Les produits biologiques peuvent entraîner une réponse immunitaire non souhaitée chez les patients en formation des anticorps anti-médicaments, ce qui fait que le médicament ne servait à rien. Bon, l'inconvénient de ces ACAM, c'est de neutraliser l'efficacité ou diminuer l'efficacité, et ça varie selon les produits biologiques, selon les autres médicaments. Il n'est pas bien connu si la substitution de bioincinération PBR a un impact clinique réel ou s'il peut être confondu avec d'autres facteurs dans la progression de la maladie. Il faut savoir que ce sont les biosimilaires, donc sont tout récents dans le cadre du traitement auprès des malades. Donc personne n'a encore assez de recul pour juger et dire ce qu'il en est exactement.
La recherche, alors l'innovation, bien sûr, elle n'inclut pas que les biosimilaires, c'est l'innovation en général. Elle est 80% de l'innovation, la recherche-développement est faite au niveau des USA, dans la Silicon Valley et toutes les sociétés qui travaillent, il y en a beaucoup. Les dépenses marketing sont évaluées à 120 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, l'Algérie, sa facture de médicaments, c'est entre 5 milliards et un peu plus. Donc on est vraiment dans la cour des grands. Alors, quelle est la rentabilité de ce secteur? Donc, vous voyez, on est passé de 10% en 90 à 28% en 2018. Et bien sûr, pour cette rentabilité, et c'est tant mieux, il y a 600 molécules au stade final de développement. Et le marché est évalué à peu près à 300 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'il y a bien 120 milliards de marketing et pour un marché de 300 milliards, à vous de réfléchir. Et bien sûr, le prix de l'innovation, quand on met un produit, et là je parle de l'innovation en général, je ne parle pas des biosimilaires en particulier. C'est quoi? Actuellement, on dit produit innovant. D'abord, innovant veut dire produit nouveau. Ça ne veut pas dire démarche nouvelle. C'est un produit nouveau. Ce qu'a présenté l'orateur précédent, on est passé d'un paracétamol à un autre paracétamol d'une autre forme, mais ce n'est pas un produit nouveau. Donc on dit, mais par contre on dit que c'est de l'innovation. Non, ce n'est pas d'innovation, c'est une amélioration peut-être, plus de confort, mais ce n'est pas un produit nouveau. Et donc on inclut tout là-dedans. Et dès qu'on dit qu'on a un produit innovant, on va aux États-Unis à l'EMA, et puis on leur dit, écoutez, voilà, on vous le propose, à la FDA, on vous le propose, et le prix de l'innovation pour le marché américain dépend pas des frais de recherche, pas des frais d'études, il dépend de ce que payait le citoyen de ce pays, un citoyen américain. C'est comme ça qu'on décide le prix. Le paracétamol dans le par exemple, s'il coûtait 10, si on le ramène un plus, il coûtera 10,5 ou 11. Là, non, on arrive avec un produit, on dit c'est un produit nouveau et on décide que c'est tel prix. Et donc, et à partir de là, ce prix, exorbitant pour la plupart du temps, inabordable pour la plupart des patients, et sert de référence pour fixer des prix en Europe et dans chaque région d'un pays. Et on est arrivé à dire, ces gens arrivent, ils disent voilà, nous, on vous garantit une année de survie. Bon, pour un produit innovant, il n'y a pas assez de recul. Bon, il faudrait que ce soit plus d'une année. Bon, mais ça ne fait rien. Il dit, donc on évaluait, quand un médicament ramenait une année de survie, on disait une année de survie, ça coûte 54 000 $. Comme ça, on a évalué, ils ont fait des études. En 2015, elle est de 220 000. Donc quand on ramène un produit nouveau, on augmente la vie d'une année. Donc l'accessibilité devient impossible pour la majorité des patients, car coût très élevé. Et la morale est, que vaut le meilleur des médicaments s'il n'est pas accessible? Si on ne peut pas s'en servir, si on ne peut pas soigner, je n'ai pas besoin, je n'ai besoin que des médicaments accessibles, efficaces et accessibles. À ce sujet, l'ONU, la dernière réunion du Conseil exécutif de l'ONU, qui a eu lieu en décembre 2018, a fait un petit rapport et je me suis permis de prendre quelques passages de ce document. Donc l'année 18 a été une année charnière pour l'FDA qui a approuvé 60 de nouveaux médicaments. Donc vous avez la liste, Pfizer était en tête, 4 médicaments, Shire 3, AstraZeneca, Biopharma, Milan, donc j'ai dû me tromper, Paratech Pharmaceutical, 2 médicaments chacune, et Merck, 2 médicaments, qui lui a travaillé en société. Et on s'est aperçu, pourquoi que l'étude publique, pourquoi l'attrait de ces traitements de précision, pourquoi? Par le coût de la mise sur le marché des médicaments, comme on a dit. Pourquoi? Parce que le coût de la mise, c'est-à-dire recherche inclus, pour arriver au niveau de l'AMM, peut atteindre jusqu'à 2 milliards. Mais je vous dis tout de suite, c'est très rare. En principe, c'est entre 500 millions et 1 milliard de dollars les coûts de recherche, de dossiers, de présentation à l'AMM. Mais bon, on a retenu une fourchette extrême qui est valable seulement pour une infime partie des médicaments sur le marché. Et aussi, parce que les prévisions de vente ont diminué de moitié. Et la diminution et le nombre de blockbusters, des médicaments qui font plus d'1 milliard de dollars, a aussi diminué. Oui, tout de suite. Bon, alors je vais très vite. Là, vous avez le tableau des produits qui sont actuellement agréés, qui sont tombés dans le domaine public.
Alors le cancer qui nous intéresse, quelques chiffres, c'est 900 milliards. Voilà. Consommation mondiale des antituberculeux. La résolution, si vous voulez, on passe très vite. Pourquoi le coût de la recherche-développement, le coût de la production, la valeur du médicament. La recherche-développement, y compris pour les médicaments anti-nausées, varie beaucoup et ne sont pas transparentes. Les estimations les plus communément sont entre 200 millions et 2900. Moi, j'ai dit 500 millions, donc c'est 200 millions. Et il faut savoir que c'est très rentable parce que pour chaque dollar investi dans la recherche de développement, le revenu moyen fin 2017 était de 14,5 dollars. De même, trois de ces médicaments dépassaient bien sûr le milliard de dollars. Le retour sur investissement est important, c'est en fonction des prix et des objectifs. La rentabilité volontaire est élevée, l'impact potentiel, la baisse des prix sur les recettes. Les gouvernements et secteurs sans but lucratif ont contribué non sensiblement à la recherche. Il ne faut pas oublier que dans les frais de recherche, l'État, les institutions publiques participent énormément. Le retour sur investissement, bon, on en a parlé. Médicaments, quelles conditions? En 2020, le marché des médicaments anticancéreux sera de 144 milliards. Et donc, je vous ai donné, alors le dernier congrès de l'ASCO, le coût du médicament était entre 35 000 et 500 000 euros par malouki, par an et par habitant, par malade. Et le thème phare a été un produit d'immunothérapie avec 1 500 euros. Je passe très vite, les options de l'OMS. L'industrie pharmaceutique, il faut savoir que la position de l'industrie pharmaceutique est 4e, après les banques, les sociétés pétrolières, le secteur informatique. Le prix sont un produit cher en raison de leur coût. Et le coût, bien sûr, est moins élevé, le prix des biosimilaires. Les datas, selon l'IMS Santé, le patron de Novartis a dit qu'il peut avoir coûté 75% de moins cher que les produits initiés. J'attends pour voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et on arrive au maximum à peu près 15, 20, 25% sur le rabais. Les producteurs, bien sûr, veulent ont tous une filiale biosimilaire et votent aussi bien pour Boehringer, pour Lilly, pour Sandoz, pour Caboga, et tous travaillent bien sûr pour développer ces molécules. Il y a même un cas particulier où Amgen a fait un virage de 180 degrés alors que c'était le gros défenseur des produits Princeps, a créé sa filiale, etc. Alors l'oncologie, bon, je ne veux pas citer le cas de Roche, en tout cas je peux vous dire que Roche estime qu'il pourrait avoir une perte de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2022 à cause de l'entrée de biosimilaires. Il risque de perdre donc, et pour certains produits, il risque de perdre 40% du chiffre d'affaires total du groupe. La même chose pour Humira. Pour Humira, le produit le plus cher au monde, qui rapporte le plus au monde, il a rapporté plus de 18 milliards de dollars. Bon, il est utilisé pour la maladie de Crohn, etc. Et maintenant, il existe des biosimilaires à travers le monde, donc Sandoz, Mylan, Boehringer, Amgen, Samsung, etc. Et bien sûr, que font les laboratoires? Ils essayent de se défendre. Comment ils font? Ils intentent des procès pour des petites futilités. Il manque tel document au niveau du dossier de la FDA, au niveau de l'AMM, etc. Et donc tout ça, ce sont des gens qui sont en procès. Johnson & Johnson a perdu son procès contre Samsung et Sanofi a lancé l'année dernière une action en justice contre Merck pour protéger les revenus de lentilles sans insuline. En Algérie, c'est ce qui nous intéresse. Donc on connaît, c'est que le budget est à peu près de 5 milliards de dollars contre 4,5 et 5. Une augmentation de 6%. Il représente les produits par rapport aux dépenses, le secteur pharmaceutique par rapport aux dépenses de santé. Bon, je vais très vite. Retenez seulement que nous sommes à 2,3% du PIB, 35% des dépenses de santé. Alors, les produits que nous coûtent actuellement, ce sont les chiffres de l'année 2017 et je remercie le directeur de la PCH de me les avoir donnés. Ça représente, le trastuzumab représente 4,9 milliards de dinars, produits de référence et biosimilaires. Le rituximab, 1,7 milliard de dollars. Le produit biosimilaire sont en cours d'enregistrement, c'est pour très bientôt. Le cetuximab, 1,1 milliard, aussi en cours d'enregistrement. Et le bevacizumab, 5,3 milliards de dollars. Les produits seront
sur le marché cette année. Et bien sûr, on s'aperçoit qu'on peut gagner. L'Herceptine a 2 biosimilaires disponibles. Bon, on ne va pas rentrer sur le BSV. En tout cas, il représente au niveau du CPMC 33%, l'Herceptine, et le reste est fait par les 2 biosimilaires. Bon, c'est le montant. L'économie au niveau du CPMC a été pour l'année 2017 de 20% au niveau par rapport au produit original et en incluant bien sûr les biosimilaires. Permet un gain d'économie, on a dit 14-30%, l'interchangeabilité. Alors, la conclusion, le prix des traitements du cancer n'est pas une fatalité. Ce qui ne se négocie pas s'impose par des décisions politiques. Et je vous remercie.